Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Les titres: gestion de la transition. Le bloc libéral appelle à l'ouverture d'un dialogue pour le retour à l'ordre constitutionnel. La mise en place d'un gouvernement d'union nationale est l'une des propositions faites par cette formation politique pour une transition réussie. Les explications de Faya Milimono, président du bloc libéral. C'est dans le début de ce journal. Et puis le 18 décembre 2023, une date désormais inscrite dans le passé sombre de la République de Guinée. Ce jour, le dépôt d'hydrocarbures de Kaloum était en feu avec d'importants dégâts. Le pays résilient a su surmonter cette douloureuse épreuve avec une chaîne de solidarité inédite. Retour sur ce lundi noir rempli d'émotions et de bravoure dans un instant. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Je vous annonçais à l'entame, le bloc libéral appelle le général Mamadi Doumbouya à l'ouverture d'un dialogue pour entamer la deuxième phase de la transition. La CPR, coalition à laquelle appartient Faya Milimono, demande la mise en place d'un gouvernement d'union nationale ayant pour mission de sortir le pays de l'impasse afin d'organiser les élections comme prévu par l'accord signé entre la Guinée et la CEDEAO. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à Conakry. Mamadou Tanouba. La coalition pour la rupture CPR dresse un tableau presque sombre du déroulement du chronogramme de la transition. Le président du bloc libéral, Faya Milimono, membre de cette coalition, compare la situation actuelle de la Guinée à celle de l'ancien régime. Parce que depuis que Baouri est venu, on a pensé que les relations avec le pouvoir militaire des politiques allaient connaître une amélioration substantielle, une détente. Mais c'est maintenant que la situation est de plus en plus crispée. On n'arrive même plus à savoir si on a droit à un dialogue dans ce pays. Donc, c'était l'une des caractéristiques de la Guinée au moment où M. Alpha Condé était à Sékou Touré. La mauvaise gouvernance et la corruption étaient la réalité. C'était le jeu de prédilection. C'est encore le cas aujourd'hui. Cette situation nécessite, selon le président du bloc libéral, une rectification de la transition en mettant en place un gouvernement de mission. Nous faisons cette conférence pour demander une rectification de cette période transitoire avant qu'il ne soit trop tard. Une renégociation de la deuxième phase de cette période transitoire que nous voulons courte, dirigée par un gouvernement de mission et qui va avoir des missions précises à accomplir. Donc, entre autres, prendre l'une des constitutions qui ont été les plus consensuelles. Si ça a besoin d'un toilettage, en 2 semaines peut-être cela peut être fait et soumis au référendum. Je pense par exemple à la constitution de 2010. Faya Milimono estime nécessaire l'ouverture d'un dialogue avec les forces vives afin d'éviter à la Guinée une crise. Parlons maintenant de l'employabilité des jeunes en Guinée. Malgré les efforts fournis de part et d'autre, la question continue d'être au centre des préoccupations. Ils sont d'ailleurs nombreux, ces jeunes qui cherchent un emploi décent. Sur le sujet, le coordinateur national des associations pour la paix et le développement, CONAPED, affirme que le chômage est un facteur de violence pour ceux qui vivent dans cette situation. Guy Babari. La question d'employabilité est certes l'un des rôles de l'État, mais elle demande l'implication de chacun, quel que soit son statut. Pour Ibrahima Minata Diallo, coordinateur national des associations pour la paix et le développement, l'État à lui seul ne peut pas créer de l'emploi pour tout le monde. Les gens se focalisent beaucoup plus sur l'État et nous savons que le nombre de diplômés par an, si nous prenons dans ce cadre formel, sans compter ceux du professionnel, l'État ne peut pas employer tout le monde, c'est clair. Et je pense qu'à un certain niveau, c'est le rôle de la société civile à travers des partenaires techniques et financiers de réfléchir sur des modèles, notamment de création d'emplois ou même d'auto-emploi, disons ainsi, afin d'accompagner certains jeunes, afin qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. En croire Ibrahima Minata Diallo, le chômage est un facteur de violence pour de nombreux jeunes qui se demandent quoi faire dans la vie. C'est pourquoi il invite à l'engagement citoyen afin de minimiser le manque d'emploi en Guinée. Quand on est jeune, on doit se poser la question
Notamment, on ne doit pas se poser la question qu'est-ce que ton pays doit faire pour toi. Tu dois aussi réfléchir qu'est-ce que tu dois faire pour ton pays. Donc ce volet d'engagement citoyen, ça peut aller dans le cadre de l'engagement pour la paix, ça peut être dans le cadre de l'engagement pour l'assainissement et autres. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, le chômage est un facteur de violence. Nous avons vu les travers sur lesquels nos jeunes sont en train de traverser. C'est la consommation de couches, c'est la consommation de la drogue, c'est être marionnette d'un leader, d'un parti politique, même des fois même de l'État. Le manque d'assistance aux jeunes entrepreneurs, le manque d'engagement de certains jeunes et le bas niveau des apprenants sont des facteurs de blocus de l'employabilité, a conclu le président de CONAPED. Et puis, incendie d'une maison de 2 appartements à Kobaya dans la commune de Lambagny. Le pire a été évité grâce à la bravoure des jeunes du quartier. C'est dans la matinée de ce mardi que le feu s'est déclaré alors que des locataires dormaient à l'intérieur. Les dégâts sont énormes. Les sinistrés parlent d'un court-circuit. Aïssatouba et Ansoubaï Balde. Les incendies répétitifs sont devenus un autre malheureux quotidien en Guinée. Dans la matinée de ce mardi, 2 jeunes filles âgées d'une vingtaine d'années qui dormaient à l'intérieur de la maison ont été sauvées de justesse par la jeunesse du quartier Kobaya. Selon les témoins, un court-circuit électrique aurait été à l'origine de cet incendie de l'habitation de 2 appartements. On a vu qu'il n'y avait pas d'issue, la porte de la chambre était fermée et les filles criaient dedans. Donc on a décidé de casser ce mur. Nous avons cassé ce mur. Lorsque le mur a été cassé, les filles étaient asphyxiées, elles étaient tombées. Et avec la fumée évanouie partout, on ne pouvait pas les retrouver. On a maintenant mis la main par terre jusqu'à nous retrouver. Ils étaient asphyxiés. On les a envoyés à l'hôpital, au CMC de Ratoma. Mais par la grâce de Dieu, elles se sont rétablies. L'asphyxie n'était pas aiguë. Elles se sont réveillées. Elles sont à présent au centre de santé. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Les sinistrés disent avoir beaucoup perdu dans l'incendie, du plafond jusqu'au mur, en passant par les habits et autres objets de valeur. Tout a été emporté par les flammes. Il y avait par exemple au salon, l'armoire qui est au salon, il y avait 4 bassines remplies de bols, tout est parti en fait. Dans les chambres, des matelas ont pris feu, des habits ont pris feu, les denrées alimentaires, c'est le début du mois, il y avait des sacs de riz. Ils n'ont pu faire sortir aucun sac de riz. À noter que ces derniers temps, des cas d'incendie causés par le courant sont de plus en plus enregistrés dans le pays, ce qui entraîne malheureusement des pertes en vie humaine. Dans la commune de Lambagny, toujours, des boutiques et magasins ont pris feu dans la nuit de ce lundi au quartier Lambagny. Sur place, les sinistrés déplorent le retard accusé par les sapeurs-pompiers afin de limiter les dégâts. Suivez le témoignage de Kernon Salamana Diallo au micro d'Ansoubaï Balde. Bon, on était assis et il y a notre frère là, il s'appelle Linsan. Il nous a appelé on n'a qu'à venir l'aider. Le feu a pris le magasin de sa mère. Donc on est venu, on a aidé. Mais on a appelé les pompiers pendant 1 heure du temps, mon gars. On a appelé pendant 1 heure du temps. Ils ne sont pas venus. On a été obligé, regarde, je suis blessé. On a été obligé de se mettre dans le feu pour pouvoir aider nos jeunes, nos mères, quoi. Est-ce que tu vois, mon grand? Donc là, ils ont qu'à revoir leur horreur. Ils ont qu'à revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour venir vite dans des situations comme ça. Nous, on est fatigués. Regarde, grand, moi, je suis blessé. Est-ce que tu vois? Nous, on est fatigués. Ils ont qu'à voir ce qu'ils vont faire et puis ils vont venir à l'heure. Regarde, ils sont là même là, il n'y a pas l'eau. On est obligé d'aller prendre l'eau chez nous pour venir verser encore. Comment ça peut se faire, mon gars? Comment? Nous, on est fatigués. Ils ont qu'à voir comment ils vont faire. Ils vont nous aider dans la vie là. Nous, on est fatigués de ça. Je vous le disais en titre, le 18 décembre 2023, la Guinée se réveillait avec une nouvelle désastreuse. Un immense incendie était visible en plein centre-ville. Le sinistre qui est survenu vers minuit dans le principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne des pétroles avait fait d'énormes dégâts. Des dizaines de morts ont été enregistrés avec une chaîne de solidarité du jamais vu. Un an après, ce triste événement continue de résonner dans la tête de nombreux Guinéens. Certains ont perdu leurs proches et d'autres déplacés. 18 décembre 2023, un jour inoubliable pour la République de Guinée. C'est un récit de Néné Oumou Balde. Suivez.
Le 18 décembre 2023 reste et demeure une journée gravée à jamais dans la mémoire des Guinéens. L'on se souvient encore, comme si c'était hier, de l'explosion du principal dépôt de carburant du pays aux environs de minuit. L'onde de choc a été ressentie dans toute la capitale et jusqu'aux préfectures environnantes, Poya et Dubrika. Bilan, selon les autorités, plus de 24 morts, plus de 400 blessés graves et des centaines de ménages et bâtiments administratifs touchés par l'incendie dévastateur. Malgré les efforts consentis par les sapeurs-pompiers, il a fallu des jours avant que le feu ne soit complètement maîtrisé. Franchement, on est dépassé. Vraiment. Oui, nous avons des amis qui ont perdu la vie, des collaborateurs. Toute une chaîne de solidarité nationale et internationale a été créée envers les sinistrés qui étaient regroupés en grand nombre à la mosquée Faisal et au palais du peuple au lendemain du sinistre. Aussi ordonné la fermeture des établissements scolaires publics et privés, ce qui d'ailleurs a anticipé les congés de Noël 2023 et a suspendu provisoirement l'approvisionnement en carburant sur toute l'étendue du territoire. C'est seulement le 23 décembre 2023 que la reprise de la distribution de l'essence a été annoncée par le gouvernement. Une distribution fixée à 25 litres par véhicule, 5 litres par moto et tricycle, avec l'interdiction de servir les bidons. Les camions-citernes avaient repris leur circulation sous escorte, notamment en provenance de la Sierra Leone voisine. Le Premier ministre Bernard Goumou a rassuré que des enquêtes sont ouvertes, mais que cela prendra du temps. Cette crise, Monsieur le Président, les impacts sont énormes. Et ce n'est pas aujourd'hui ni demain que nous allons pouvoir trouver toutes les solutions et résoudre le problème de cette crise. Cette crise va prendre du temps afin que toute la situation revienne exactement à la normale. Le président de la transition n'est pas resté silencieux face à cet incendie meurtrier. Dans son adresse à la nation, le président a invité le peuple de Guinée de continuer à garder la sérénité, le calme et la discipline en respectant les consignes et directives du gouvernement et les services spécialisés pour permettre de reprendre progressivement les activités, notamment au centre-ville. En résumé, les Guinéens ont fini l'année 2023 dans un contexte difficile, car le gouvernement, pour des mesures de sécurité, a interdit toutes les manifestations festives sur toute l'étendue du territoire national. Sport pour terminer, en liste avec Serhou Guirassy et deux autres challengers. L'attaquant nigérien de l'Atlanta Bergame, Ademola Lookman, a été couronné Ballon d'Or africain 2024 après une saison exceptionnelle avec 27 buts, 13 passes décisives en 57 matchs, un triplé en finale de la Ligue Europa et une place de finaliste à la CAN avec le Nigeria. Il s'est imposé comme le meilleur joueur africain de l'année. À Conakry, l'échec de l'attaquant guinéen Serhou Guirassy fait grand bruit. Je vous invite à suivre la réaction de quelques citoyens au micro de Germaine Mansaré. Parce que le football actuellement est une industrie. Quand tu ne produis pas aujourd'hui, c'est de revoir ta production pour mieux donner. Et Serhou Guirassy, c'est l'espoir de tout un peuple.
Sekou Girassi peut avoir 10-20 ballons d'or. Il y a eu des références. Didier Drogba, les Samuel Eto'o ont raté tout début le ballon d'or. Mais quand ils ont redoublé de l'effort, ils ont pris 3 à 4. Ce n'est pas trop tard. Et actuellement, le football mondial, ce n'est pas africain seulement, n'a pas Sekou Girassi. Le 9 potentiel, c'est le seul 9 africain actuellement. S'il redouble l'effort, il peut arriver. Lokoman a beaucoup joué. Lokoman a réalisé, il a pris le trophée. Beaucoup de trophées. Donc, Girassi, il n'a pas eu la chance. Ça fait partie, il a quand raté, il n'a pas qualifié. Donc, il n'a pas eu la chance. Deux éléments clés lui ont permis de devancer Sekou Girassi. Tout d'abord, sa performance exceptionnelle en finale de la Ligue Europa, où il a inscrit un triplé historique. Ensuite, sa présence en finale de la CAN, tandis que Girassi n'avait pas su s'imposer. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.